de m'avoir conviée à cette journée. Je n'ai pas fait de PowerPoint, enfin vous n'allez rien voir défiler, ce qui d'ailleurs pourrait faire en soi l'objet voilà, d'une analyse, parce que les attentes ne sont jamais les mêmes en fonction des disciplines et du contexte. Pardon, je le tiens comme ça, sinon vous m'entendez mal. Donc moi, je vais cette intervention va vraiment se focaliser plus particulièrement sur ce qu'on nomme tantôt donc la problématique, problématisation, question de recherche, et peut-être plus simplement sur la formulation d'un problème qui structure une recherche interdisciplinaire. Je voudrais montrer qu'un ensemble d'enjeux sémantiques, disciplinaires, académiques, épistémologiques se cristallise dans la compréhension de ce qu'est ce problème, autrement dit dans la conception que les différentes parties prenantes se font de sa fonction et donc de sa nature. Afin de ne pas m'en tenir à un exposé abstrait qui n'aurait finalement pas grand sens, je vais vous présenter un récit de mon travail doctoral. Il ne s'agit pas d'une restitution du contenu de cette recherche, mais bien d'un récit réflexif sur les enjeux et les obstacles que j'ai rencontrés, ainsi que sur la richesse que j'ai essayé de capter. Pour vous le dire en bref, mon travail doctoral en philosophie date maintenant de 2018 et portait sur les soins de support en cancérologie et plus précisément sur leur définition. Pour le présenter brièvement, donc le contexte qui était le mien, j'ai réalisé une thèse en codirection avec un professeur de philosophie et une psychiatre de l'Institut Curie, Madame Tebeau pour ne pas la nommer. Outre une revue de littérature médicale, j'ai réalisé un travail de terrain dans 4 hôpitaux de la région parisienne, en menant 32 entretiens auprès de professionnels de soins de support, de patients, de proches et d'associations, et en menant d'autre part des observations de réunions d'équipes pluridisciplinaires et de services durant 2 ans. Ce à quoi, bien sûr, s'est ajouté un travail philosophique d'analyse et de lecture disciplinaire. Premier temps, finalement, de mon travail à moi, donc à l'origine, était une question de ressources humaines. Pourquoi j'ai entamé ce travail sur les soins de support ? Je suis partie d'une question vraiment d'une demande de ressources humaines de la Fédération des centres de lutte contre le cancer. Je faisais un stage chez eux et on m'a confié la tâche d'établir des fiches de poste de métiers émergents au sein de ces centres, parmi lesquels j'ai découvert un ensemble fluctuant de spécialités que les 40 centres de lutte contre le cancer en France regroupent sous l'appellation de soins de support. La demande de la fédération était que je récolte les fiches de poste de ces établissements, que je les compare et que j'établisse un descriptif type de chacune de ces professions avec des missions claires. Or, clairement, pour les soins de support, j'ai reçu des fiches de poste concernant des spécialités, des professions, des organisations, des tâches, des missions extrêmement diverses, très différentes, pas du tout systématiques, qui ne se recoupaient pas forcément. Et donc, je suis partie de cette question RH qui était que sont les soins de support, au sens vraiment ressources humaines, fiches de poste. Et afin d'y répondre, j'ai proposé de monter des ateliers avec des professionnels dans les centres volontaires afin de recueillir les réponses des personnes exerçant derrière ces professions et appellations diverses. Ces ateliers sont venus confirmer un flou, une indécision, parfois des contradictions entre les professionnels et parfois une perplexité des professionnels eux-mêmes. En rencontrant Madame Dolbeau à l'Institut Curie, c'est là que j'ai convenu que la définition même des soins de support constitue un champ de questionnement à part entière et sur lequel je pouvais mener une recherche doctorale. Autrement dit, le travail interdisciplinaire que je relate aujourd'hui a été interdisciplinaire dans sa découverte même, comme dans son élaboration, au sens où c'est dans l'échange et l'analyse de pratiques de soins que le champ de recherche est lui-même apparu. Je suis ainsi passée d'une question de ressources humaines, comment décrire les soins de support dans des fiches de poste, à une question finalement plus institutionnelle et médicale de que sont les soins de support, comment les définir. Forte de cette première série de questions, finalement, je me suis retrouvée à la croisée de 3 mondes, universitaire, médical et puis du financement privé. J'en dis un peu plus. Un monde médical où on se demandait finalement un peu ce qu'une recherche en philosophie pouvait éclairer de la définition des soins de support, avec des questions très concrètes et précises sur la méthode que j'allais utiliser et puis immédiatement sur les hypothèses que je posais et allais tester. Ce à quoi s'ajoutaient 2 autres types de réactions. Soit une méfiance du type dans quelle mesure vient-elle s'immiscer dans nos enjeux professionnels internes,
soit une envie de réappropriation du type « comment cela peut nous permettre de mieux nous faire reconnaître ?» Ce qui était finalement le plus embarrassant pour moi, parce que cette deuxième réaction entrait en résonance avec une conviction intuitive et intime que j'avais moi personnellement de l'importance des soins que j'observais, sans pour autant constituer une question de recherche, ni même un but académique, mais plutôt un usage possible, souhaitable, mais qui viendrait toujours a posteriori et de façon indue dans mes recherches. Deuxième monde, le monde universitaire. Où moi je suis tombée sur un monde universitaire, en tout cas des laboratoires en philosophie qui m'ont tout de suite dit il n'y aura pas de financement académique pour ce type de recherche parce que nous ne sommes pas une discipline qui fait du terrain. Bon, heureusement depuis j'ai rencontré d'autres groupes de recherche en philosophie voilà, qui montent ce type de projet. Mais dans l'histoire de la philosophie, c'est pas quelque chose d'évident, en tout cas dans la période contemporaine, et voilà, qui est un type de structuration, on va dire ça comme ça. Où on m'a tout de suite dit que c'était pas un problème, que finalement j'arrivais avec un champ de questionnement qui n'était pas suffisamment théorique et à partir duquel je ne proposais pas de relire à partir d'un auteur ou de le discuter à partir d'un auteur de façon précise et abstraite. Entrée en scène alors d'un troisième monde pour moi, celui des financements privés de la recherche et plus précisément de la Fondation de France, auprès de qui j'ai réussi à obtenir un financement et qui exigeaient eux que je projette et mette en valeur les retombées que j'obtiendrais en menant ce travail, alors même que il me fallait pour moi le commencer. À la croisée de ces trois mondes donc s'entrechoquait le modèle hypothético-déductif porté par le monde médical et les financeurs de la recherche et le modèle de problématiques issues des sciences humaines et sociales et de la philosophie dans mon cas. Ce que je pourrais résumer en disant que d'une part, on me demandait de poser une problématique dont je tirerais des hypothèses qui justifieraient une méthode par laquelle je les testerais et dont j'obtiendrais des résultats. Et de l'autre, dans une vision académique un peu plus stricte, on me demandait de poser une question générale avec laquelle je cheminais au travers d'un corpus philosophique spécialisé. Je voudrais brièvement ajouter, préciser et développer que la problématique en sciences humaines et sociales et en philosophie peut être comprise dans une acceptation plus ouverte. Une problématique peut alors être la construction évolutive d'un problème que la réflexion a à charge de faire cheminer et non de résoudre au sens de le solutionner, ce qui rejoint complètement le développement de Cassandra, même si je le formule d'une autre façon. L'histoire de la philosophie que je me suis donc amenée à relire pour essayer de comprendre moi aussi vis-à-vis de ma propre discipline ce que je pouvais en faire, est une longue histoire de philosophes ayant une manière singulière de comprendre la problématisation. Elle implique une démarche tout autant qu'un raisonnement disciplinaire sur un objet de pensée. La problématique en ce sens éclaire tout autant un objet qu'une certaine manière de lire le monde. Bergson va jusqu'à affirmer dans ce sens que bien formuler un problème, c'est déjà le résoudre. Précisons encore ceci, cette conception de la problématique n'est pas exclusive du modèle hypothético-déductif. Cassandra a bien montré que ça pouvait être la condition même du dialogue et de l'interdisciplinarité sur le terrain. Mais tout simplement aussi parce que cette conception ne s'oppose pas du tout au modèle hypothético-déductif, qu'elle ne se pose pas vis-à-vis de lui. Elle est directement issue d'une compréhension dans le cadre de la philosophie comme sagesse et tout autant comme art de vivre qu'amour du savoir. Une certaine philosophie dite académique, en rejetant le travail de terrain, se fait, elle, héritière d'une décorrélation entre philosophie et terrain, qui est esquissée voilà, depuis Descartes, mais qui ne correspond qu'à un temps finalement de cette histoire disciplinaire elle-même. Disons aussi que dans ce vide laissé par la philosophie au cours de son histoire, d'autres disciplines des sciences humaines et sociales, dont la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, ont développé des expertises de terrain, du traitement du donné et des situations avec des méthodes propres qui, elles aussi, sont venues me demander des comptes sur quelle place je prenais en tant qu'observatrice, par exemple, participante ou non, comment tenir un carnet d'observation, comment utiliser des données, ce qui là aussi, dans le cadre de ma discipline, posait de multiples questions et n'avait pas de réponse simple. Et finalement, j'avais besoin, dans un premier temps, de laisser tout très, très ouvert pour construire cela, ce qui n'était pas évident à la fois à imposer dans le rythme, moi, de mon propre travail, et pour répondre en même temps suffisamment aux demandes des différents mondes à la croisée desquels je devais finalement rendre des comptes.
Travailler dans l'interdisciplinarité, et plus particulièrement ici construire une question de recherche, a été pour moi travailler dans l'intranquillité, au sens d'une chorale de pratiques et de cadres disciplinaires ne se recoupant pas les uns les autres, poursuivant des buts parfois divers, répondant à des impératifs ou des histoires différentes. Je dirais pour synthétiser que l'interdisciplinarité, qu'elle concerne les sciences humaines et sociales entre elles, ou bien les sciences humaines et sociales et la médecine dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, est tout autant un outil, une démarche et un contexte qui ne vont pas de soi dans les cadres et pratiques des différentes disciplines prises isolément. Elle ébranle les coutures strictes que le phénomène d'hyperspécialisation des savoirs met en place par exemple, et ce même lorsqu'elle l'alimente et l'accompagne. Quelque chose frotte. Pour les disciplines, et la philosophie en particulier, l'interdisciplinarité est une chance et une responsabilité qui ne va pourtant pas de soi. Finalement, la question qui s'est posée pour moi pour pouvoir établir une problématique, il me fallait finalement choisir une méthode et construire un terrain qui allait me permettre de l'alimenter et tout simplement de la faire cheminer. Je me suis vite rendu compte qu'en tant que doctorante en philosophie, j'avais besoin de construire une méthode et un terrain qui m'apporterait la matière sur laquelle construire une problématique et un cheminement, et non pas d'abord une problématique dont découlerait méthode et terrain, tout en ayant pour défi de pouvoir présenter mon travail dans les deux sens, vis-à-vis à la fois de l'université, des hôpitaux et du financement de la Fondation de France, à qui je devais rendre régulièrement des mini-rapports ou comptes-rendus. Il fallait ainsi se détacher aussi bien du cadre hypothético-déductif que des grilles d'analyse des autres sciences humaines et sociales, telles que la sociologie ou l'anthropologie pouvaient en proposer. Pour donner un exemple, je peux prendre celui de mon questionnaire d'entretien. Là où le modèle hypothético-déductif implique que le questionnaire de recherche teste des hypothèses de départ afin que son analyse permette de dégager des résultats argumentés, l'objectif du questionnaire de philosophie, tel que j'ai essayé de le penser, avait à charge de positionner mon objet, la définition des soins de support, dans un champ de réflexion en philosophie de la médecine, la définition du soin et des pratiques de soins. Ce à quoi j'avais à cœur d'ajouter quelque chose comme une vigilance propre à la philosophie de terrain que je voulais mettre en place, un questionnaire permettant qu'émerge un objet pouvant faire bouger les cadres mêmes du champ de réflexion de la philosophie. À titre d'exemple de ce que ça a pu finalement donner ou apporter ou, ou venir perturber en l'occurrence, a émergé très fortement l'importance du collectif en soins de support autour des notions comme du partenariat, non pas forcément, qui ne collaient ni forcément au modèle de partenariat du modèle dit de Montréal, ni vraiment au modèle d'un partenariat qui serait descendant avec des soignants qui auraient une expertise et des patients qui ne l'auraient pas, mais vraiment d'adaptation et de structuration des collectifs autour de chaque personne et de situations particulières et évolutives de la personne malade. Une définition de la relation de soins allant du colloque singulier entre une équipe médicale et un patient jusqu'à la structure hospitalière elle-même, mais j'y reviendrai dans un dernier temps, et qui a fait cheminer ma question de recherche grâce donc au travail interdisciplinaire. Peut-être dernier temps que je voudrais revenir plus particulièrement sur donc ma problématique, en quoi est-ce qu'on peut dire qu'elle a cheminé. La problématique sur les soins de support est devenue une tension entre deux lectures, entre deux positionnements des soins de support dans le système hospitalier, correspondant à deux positionnements face aux réflexions sur le soin et la place dans le soin, deux questionnements propres à la philosophie de la médecine. Je vous cite celle à laquelle j'ai fini par aboutir. Une tension existe au cœur du positionnement des soins de support. Ils se définissent d'une part en tant que complément des soins curatifs ou spécifiques, c'est-à-dire comme complément d'une médecine scientifique et technique orientée vers la survie des patients. Dans cette perspective, les soins de support apportent aux autres spécialités médicales d'autres approches, médicales ou non, qui explorent tous les effets de la maladie. Autrement dit, il complète une approche biologique de la maladie par une addition d'autres compréhensions, la maladie comme exclusion sociale, comme souffrance affective et psychologique, comme altération de l'image de soi, etc. D'autre part, les soins de support se présentent comme une approche holistique de la maladie. Leur objectif est de s'opposer au morcellement du corps et du suivi causé par un découpage par les spécialités médicales. Il s'agit de prendre en charge la personne en tant qu'unité, le cancer en tant que vécu. L'enjeu de ce travail est de comprendre quelles sont les causes de ce double positionnement, ses conséquences et les perspectives qui peuvent être dégagées.
que peut être une approche globale définie comme complément des spécialités médicales curatives. Ajouter aux soins existants d'autres soins, n'est-ce pas conserver la logique de morcellement, prendre le risque d'une globalité par addition ou juxtaposition? Ce qui ressort, en tout cas ce que je pourrais souligner, ce sont 3 grands traits. Le partenariat, au sens où la place accordée aux patients en tant que partenaire de soins est proposée comme un fondement commun et structurant au sein de la diversité des pratiques des soins de support. Il s'agit d'interroger les liens entre la place des patients bénéficiant de soins de support et le modèle alors dit de patient partenaire. Là où le modèle dit de Montréal se réfère à un concept d'autonomie du patient, les soins de support proposent une attention et une adaptation à l'individu et à la fluctuation de ses besoins au cours du temps, comme élargissement hors de toute logique d'exclusion ou d'opposition entre des notions théoriques, mais comme une structuration de l'attention au cours du temps. Troisième concept qu'on pourrait souligner donc, celui d'attention lui-même. La notion d'écoute au sens le plus fort, d'accueil sans jugement, de présence sans limite, est très présente dans les entretiens que j'ai pu mener auprès des soignants et des patients. Cette notion peut facilement être rapprochée d'une référence très mobilisée à Lévinas pour penser le soin. La place d'autrui est alors comprise comme dans une approche maximaliste, puisque le développement sur le visage notamment impose à la fois les devoirs de non-agression et le don de soi. Sans revenir en détail sur cette conception, je voudrais simplement rappeler que de nombreuses critiques ont souligné la proximité entre cette conception d'autrui et celle de sacrifice. Quelle limite donner à mon écoute finalement? De plus, cette approche maximaliste dans son excès, avec une responsabilisation maximale et individuelle, peut être directement corrélée avec la souffrance des soignants et des aidants dans notre société. J'ajoute ici que cette conception ne permet pas également de rendre compte de la notion de collégialité et de collectif qui sont fortement présentes pour penser le soin en soins de support. Je vous propose donc d'explorer le concept d'attention qui reconduit certains traits de l'écoute tout en inscrivant le soin dans une structure globale. Pour Bernard Stiegler, l'attention est l'affaire humaine par excellence. Elle doit être distinguée de la vigilance ou de la prudence, qui sont 2 réactions face à un danger. Pour qu'il y ait attention, il faut de la sollicitude, qui est la compétence cardinale de l'être socialisé. L'attention n'est pas non plus la concentration, dans la mesure où la concentration peut être exercée dans la solitude et n'est pas à proprement parler sociale. L'attention est sociale lorsqu'elle est sollicitude, mais également prévenance. L'attention individuelle est formée socialement et peut alors être comprise comme un rapport social. Je cite Stiegler, « L'attention n'est absolument pas quelque chose qu'on peut trouver dans le cerveau, c'est un rapport social. Sans rapport social, sans échange de prévenance et de sollicitude, il n'y a tout simplement pas d'attention. » Autre point intéressant chez Stiegler, c'est que chez lui, l'attention relève de dynamiques de co-individualisation. Il prend l'exemple du dialogue socratique. Je le cite, « Quand 2 individus dialoguent, s'ils sont tournés vers le même objet, c'est que chacun a réussi à faire que ces objets d'attention deviennent des objets d'attention pour l'autre. » On comprend alors le rôle crucial de l'échange comme soin. C'est dans l'attention accordée à autrui qu'il peut se réinventer en même temps que moi-même et que nous nous redéfinissons ensemble le collectif dans lequel cet échange prend place, dans notre cas l'hôpital. Dernier concept qui est ressorti, celui d'hospitalité. Je voudrais tout dernier temps, revenir sur la structure dans laquelle en fait ont lieu ces soins, c'est-à-dire l'hôpital. Stiegler rappelle avec Aristote que le milieu, parce qu'il est ce qu'il y a de plus proche et ce qui est structurellement oublié, tout comme il en va de l'eau pour le poisson, le milieu s'oublie parce qu'il s'efface derrière ce à quoi il donne lieu. Pour penser l'hôpital, on peut le situer dans une tension entre hospitalité et hostilité. À l'échelle d'une institution, des mécanismes d'hospitalité qui se grippent deviennent des mécanismes d'hostilité. L'époque contemporaine correspond à une dépolitisation de l'hospitalité qui devient synonyme d'éthique. Jacques Derrida propose ainsi un concept d'hospitalité inconditionnelle qui entre en tension avec les pratiques conditionnelles. Paul Ricoeur alerte alors sur le risque de transformer l'hospitalité en une abstraction philosophique qui ne rend pas compte de son enracinement politique. Avec Ricoeur, l'hospitalité devient à la fois un principe juste d'accueil et une pratique équitable, c'est-à-dire une pratique dans une situation en tension, et une pratique équitable, c'est-à-dire une pratique dans une situation en tension. Défendre l'hospitalité dans une situation donnée, c'est alors prendre parti contre la domination et en faveur de la sollicitude et de la prévenance. Je crois que ces 3 traits qui sont ressortis des soins de support, partenariat, attention et hospitalité, sont des conditions de l'interdisciplinarité, mais également des conditions nécessaires aux soins en général et qui se nourrissent des collaborations interdisciplinaires.
ce qui rejoint la question que Jean-Christophe Minot soulignait à la suite de l'intervention de Cassandra sur finalement l'interdisciplinarité à la fois comme pratique de recherche et comme méthode pour construire un objet et construire, faire avancer un savoir sur un objet, et à la fois comme condition du soin lui-même, en fait, et comme pratique soignante. En conclusion, je dirais que l'interdisciplinarité est à la fois un défi, une richesse et une facette constitutive du soin. Un défi institutionnel, mental, langagé, etc. C'est finalement ne rien prendre pour acquis, écouter et échanger sans jamais tout accepter ou tout refuser, mais en prenant toujours le temps de comprendre ce qui frotte et finalement aussi être vigilant quand tout paraît être évident et que c'est peut-être que l'on n'a pas vu ou entendu et qui est différent dans ce que l'on emploie chacun de notre côté. Une richesse, je crois que l'intranquillité et le cheminement avec les différences dans l'échange collectif sont deux outils extrêmement puissants, de révélateurs, voire deux façons de mettre en cause des cadres prépensés et offrent la possibilité à quelque chose d'inattendu ou d'invisibilité de faire irruption, de prendre sens ou finalement de démontrer sa force. Et enfin, une facette constitutive du soin lui-même au sens strict des soins de support et du soin en général, puisque le soigner ensemble, dans une collaboration pluridisciplinaire et collective, est le fondement des soins de support, mais c'est aussi constitutif du soin dans sa dimension politique de vivre ensemble, de prendre soin de la société elle-même finalement et de nos collectifs de vie.